Eh ben bonsoir, bonsoir à tous. C'est parti, on va démarrer. Bienvenue à ce 7e apéro numérique du Ferrailleur. Je suis François Montupé, je m'occupe de la communication du Ferrailleur et je vais animer pour vous cet apéro numérique. Il y a presque 2 ans, jour pour jour, je faisais le premier apéro numérique avec Mathieu Sommel, le youtubeur. Donc je suis ravi que ce projet persiste. Puis vous êtes super nombreux ce soir, on n'est pas loin d'un des records d'affluence. Donc je vous remercie, c'est super appréciable. Aujourd'hui, vous le savez, c'est écrit, on va parler de la communication dans le sport, notamment au travers du Football Club de Nantes et du HBC, le club de hand de Nantes. Et pour aborder ce sujet, j'aurai 3 invités. Mes 2 premiers invités, on va les accueillir dans quelques instants. Qui travaillent effectivement respectivement en tant que community manager au FC Nantes et chargé de communication au OHBC. Et puis en deuxième partie d'apéro, on accueillera Valentin Rangier qui nous fait le plaisir d'être là ce soir. Et avec lui, on parlera notamment de la gestion d'images des sportifs en ligne sur les réseaux sociaux avec toutes les problématiques que ça peut inclure. Vous pouvez évidemment réagir sur Twitter avec le hashtag apéronum pendant toute la soirée. On est aussi en stream sur Facebook Live. Alors il y a plusieurs caméras, il y en a une ici, il y en a 2 là-bas, il y en a une ici. C'est notre nouveau système de captation au Ferrailleur. Vous avez peut-être entendu parler des concerts canapés. C'est des concerts qu'on diffuse en direct parfois 1 ou 2 fois par mois au Ferrailleur. On utilise cette stratégie aussi pour maintenant capter les apéros numériques. Donc je salue les gens qui nous regardent sur Facebook. N'hésitez pas à commenter, à partager le live, évidemment, ça nous fera plaisir. Et puis en fin d'apéro, vous pourrez évidemment poser vos questions à mes invités ce soir, et notamment à Valentin Rangier aussi. Et sur Facebook, on essaiera de sélectionner quelques questions. Alors en préambule, juste avant d'accueillir les invités, généralement, par expérience, le public est un petit peu timide. L'apéro numérique, ça applaudit pas trop, on est un peu radin des applaudissements. Donc je vais vous demander, pour le coup, d'applaudir Kevin Morin du HBC, s'il vous plaît, voilà, absolument, et Lucas Hervouette. Asseyez-vous, messieurs, on serre la main comme à la télé. Salut, on s'est vu il y a 2 minutes, mais c'est pas grave. Salut Lucas, asseyez-vous. Vous avez les petits micros en face de vous. Bienvenue au Ferrailleur. Alors, vous t'étais déjà venu, toi, Lucas, au Ferrailleur? Est-ce que c'est ta première fois? C'est ma première fois, oui. C'est très très mal. Donc, les gens qui sont jamais venus au Ferrailleur, ça ne va pas. Mais bon, au moins... Je suis honnête. Exactement, tu es honnête et tu entraînes en étant sur scène. C'est excellent. Et toi, Kevin, t'étais déjà venu peut-être au Ferra? J'étais déjà venu, ça fait un bon moment, donc très content de revenir. Eh ben, écoute, on t'accueille avec plaisir. Tout à l'heure, avec toi, Lucas, on parlera de la stratégie social média du Football Club de Nantes, parce que tu es community manager du FC Nantes. Mais on va démarrer par toi, par le handball. Alors, on dit handball, c'est ça, on dit pas handball. On dit handball et on dit HBC Nantes. On dit pas juste le HBC. Voilà, alors déjà, direct, donc HBC Nantes, mais tu as bien raison de me reprendre. Et du coup, on va parler effectivement de ton travail de chargé de com au H. On peut dire le H, ça marche aussi. Très bien. Donc, tu as 27 ans, toi, Kevin. Tu as fait tes études du côté de Vannes. C'était un DUT de tech de commercialisation, c'est ça? Ensuite, tu es parti à Rennes faire une licence de com avec une première année de master à Rennes. Et ensuite, tu es parti à Lille, c'est ça? Tout à fait. J'ai pas dit de bêtises. Pas encore. Du coup, quand tu termines tes études, tu es dans quel état d'esprit? C'est quoi tes premiers stages? C'est quoi tes premières expériences professionnelles? Alors au niveau des stages les plus significatifs, on va dire, j'ai fait un stage de 6 mois dans le foot, parce que vous allez le voir, j'ai commencé un peu dans le foot aussi. Et donc au centre technique de la Ligue de Bretagne de football, à Ploufragan. Pour ceux qui connaissent, dans l'objectif d'organiser le tournoi des centres de formation qui a lieu chaque année et de développer tout ce qui est stage sportif, stage de préparation pendant 6 mois du coup à Ploufragan. Donc un premier pied dans le foot qui m'a permis par la suite, donc en Master 2, de faire un stage de 6 mois au Toulouse Football Club. D'accord, tu faisais quoi là-bas? Donc j'étais assistant communication et événementiel. C'était le service com qui gérait toute la partie événementielle. Et donc j'ai poussé un petit peu mon stage jusqu'à une dizaine de mois. Et puis après, je me suis retrouvé sur le marché du travail. Au Stade de Reims, tu as travaillé au Stade de Reims aussi. Qu'est-ce que tu faisais là-bas? Ouais, donc après j'ai bossé 1 an au Stade de Reims. Et là, vraiment sur des missions d'événementiel pur.
Au sorti de ces expériences-là, comment tu te sens? Tu avais appris beaucoup de choses, tu te sentais armé dans la communication dans le secteur du foot? C'était encore le début de ton cheminement professionnel? Ouais, c'est encore le début, c'est toujours le début d'ailleurs. Après, j'avais vraiment beaucoup appris sur ma période passée au TFC. Vraiment en termes de com, c'est c'est structuré, c'est réfléchi, on apprend beaucoup de choses. Et puis après, sur la partie au stade de Reims, donc comme je te le disais, c'était vraiment plus axé événementiel. Donc là aussi, après ça permet de découvrir aussi des événements grandeur nature, la Ligue 1, et donc l'accueil d'un public assez conséquent. Donc il y a pas mal d'étapes qu'on apprend pendant cette année en fait. Et comment tu débarques au HBC Nantes du coup? Bah écoute, en cherchant du boulot, comme beaucoup, alors on est un paquet sur le marché, donc faut essayer de se démarquer. Et puis Marina qui est dans la salle, je crois, qui m'avait passé un premier coup de fil. Et puis en discutant, en échangeant, ça a mis un petit peu de temps, ça a mis 2 mois je crois à se faire. Et puis finalement, ça fait 1 an que je suis au H. Alors quel est ton poste exactement? C'est chargé de communication, mais tu fais énormément de choses. Tu es un véritable couteau suisse parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Tu peux nous expliquer brièvement ce que tu fais? Ouais, donc le chargé de com OH, ça regroupe plusieurs volets, on va dire. C'est assez large. Aujourd'hui, un chargé de com, c'est hyper vaste en fait comme métier. Il y a plusieurs métiers au sein de ce même métier. Je pense que Lucas pourra en parler après. Je pense qu'ils sont staffés différemment au FC Nantes. Du coup, à la com du H, on gère, puisque j'ai quelqu'un avec moi, la partie relations presse, médias. Il y a la partie éditoriale, la partie social média que Lucas va évoquer sur les réseaux sociaux et toute la plateforme digitale, et puis la partie événementielle, tout ce qui est animation, jour de match, protocole assuré, tout ça c'est aussi de choses. Et puis la relation avec une agence de communication sur l'aspect graphisme qu'on gère aussi. Vous êtes combien du coup au H en termes de staff? Combien de personnes ça fait? On est 9 salariés je crois maintenant, et puis on a 2 stagiaires qui sont là aussi. Au FC Nantes, combien de personnes sur le staff complet? Une cinquantaine. 8 à la com. Dont 8 à la com, on va en parler en détail, mais effectivement c'est normal, c'est dimensionné différemment. Le budget du H, c'est à peu près 5 millions d'euros par an, c'est ça? Un peu plus cette année. Un peu plus cette année, pour vous donner un ordre de comparaison. Donc là, le H est 3e du championnat. Le deuxième, c'est le PSG. Le premier, c'est Montpellier, c'est ça, avec 6,5 millions à peu près de budget. Et puis le Paris Saint-Germain, comme dans le football, a une force financière assez impressionnante. Eux, ils sont à 18 millions d'euros de budget. Dans ces un peu plus de 5 millions d'euros de budget, quelle est la part allouée à la communication? Est-ce quelque chose que tu peux nous dire, ça, ou pas? C'est très très faible, c'est dérisoire, donc c'est plutôt proposer des choses en budgétant ces choses-là, et puis après c'est validé ou non, c'est plus dans ce sens-là en fait que ça marche. Un autre sujet sur le naming, j'avais lu dans la presse que peut-être il y avait une réflexion autour d'un naming sur la Troca, là où la Trocardière, la salle où joue le H. Le naming, c'est donner un nom commercial comme l'Accor Hotel Arena, comme la Pepsi Arena, etc. Est-ce que c'est un truc qui est en discussion, que vous allez peut-être faire? Ouais, alors c'est sur le Palais des Sports de Beaulieu plus que la Trocardière, parce qu'on était juste pendant 3 ans à la Trocardière, on retourne au Palais des Sports. Et s'il y a un investisseur dans la salle, oui. N'hésitez pas. Mais c'est pas l'ordre, enfin c'est en réflexion, mais il y a rien de fait pour l'instant. T'as déjà vu un match du H? T'es déjà allé voir l'équipe jouer, toi, Lucas? Non, mais si Kimi m'invite, avec plaisir. Je crois qu'il invite tout le monde ce soir en Ligue des Champions bientôt. Félicitations d'ailleurs, le H qui s'est qualifié en quart de finale de Ligue des Champions, qualification historique avec notamment 3 clubs français. Oui, vous voulez applaudir, vous pouvez applaudir le H si vous le souhaitez. Applaudir les joueurs parce que toi t'étais pas sur le terrain évidemment, mais t'as ta part de responsabilité aussi. Et ce qui est intéressant, et on va en parler maintenant, c'est le lien entre le sportif et la communication et notamment les résultats sportifs. Vous deux, en tant que chargé de com et responsable des réseaux sociaux, vous êtes forcément en lien direct avec les retours sportifs, tout simplement. Quand ça gagne, ça se passe bien, notamment sur les réseaux sociaux. Quand il n'y a pas de résultats, c'est plus compliqué. Comment est-ce que tu vis, toi, ça, en chargé de com, cette espèce de frontière qui est entre la réussite et la défaite? Est-ce que ça impacte énormément la communication?
Ouais, bah écoute, faut savoir qu'on a un rythme de match qui est assez conséquent, puisque vu qu'on joue en Coupe d'Europe, on a un match tous les 3 jours quasiment, entre les matchs à domicile et les matchs à l'extérieur. Donc ça s'enchaîne très vite et on a à peine le temps d'évoquer le match qui vient de se passer qu'on se projette déjà sur le prochain match. On a la chance que le club tourne bien, donc c'est plutôt facile. Et puis en cas de défaite, il faut directement communiquer sur le prochain match pour éviter qu'on ait des messages moins positifs, on va dire. Ouais, carrément. Toi, Lucas, c'est quelque chose que tu ressens beaucoup dans la communication, notamment au travers des réseaux sociaux, j'imagine. Ouais, en plus on a une très grosse communauté, donc tout de suite dès qu'il y a une défaite ou dès qu'il y a une victoire, les commentaires sont décuplés. Moi je me souviens quand je suis arrivé, c'était assez compliqué parce qu'on était dans une période sportive pas hyper saine. Donc j'ai eu des débuts assez compliqués, mais c'était hyper formateur et ça m'a permis ensuite, une fois que le club allait mieux, de pouvoir communiquer plus facilement, etc. Mieux gérer aussi les situations un peu plus délicates. En gros jeu de l'expérience, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Mais non, tout de suite, on sent en fait tant que les résultats vont, on a tout de suite bien plus de choses à faire, bien plus de choses à communiquer, bien plus de contenu, et les supporters en attendent forcément. On se fait un peu plus petit forcément quand les résultats vont pas, mais c'est aussi notre rôle de trouver le juste milieu. On va parler évidemment des réseaux sociaux du H. Alors vous êtes présent évidemment sur Facebook, 35 000 fans à peu près, sur Twitter 23 000 followers et sur Insta à peu près 14 000. Toujours pour comparer avec les 2 autres premiers du championnat, Montpellier c'est à peu près 100 000 fans sur Facebook et pareil, Paris, le PSG Handball avec une grosse force de frappe financière, c'est 1 million de fans. Mais malgré tout sur Facebook vous avez un gros engagement. Effectivement les personnes sont quand même extrêmement présentes. Tu utilises Facebook pour faire quel type de communication, quel type de post? J'imagine qu'évidemment tu ne postes pas n'importe quoi sur Facebook. Quelle est la réflexion derrière la stratégie sur Facebook? Bah, pour moi, Facebook c'est un peu le café du commerce où t'as ta communauté qui peut réagir, qui peut débattre, qui peut donner son avis. Donc bien sûr il y a les infos officielles qu'on relaie, donc c'est une sorte de relais vers notre site officiel. Et les articles, les infos qu'on doit faire passer. Après, c'est aussi ouvrir le débat, les résumés de matchs, les avant-matchs, et puis les déclarations des coachs ou des joueurs. C'est ce genre de posts qu'on publie principalement. Récemment, Facebook a modifié son algorithme. Si vous travaillez dans la communication, dans le social media, vous l'avez peut-être constaté, le fameux algorithme qui fait en sorte qu'il y ait plus ou moins de visibilité sur les fanpages. Donc la dernière modification baisse encore la portée organique, la portée naturelle des fanpages. On est sur à peu près 5% de portée organique, c'est-à-dire que si vous avez 1000 fans et que vous postez un message, naturellement, il n'y en a que 50 qui vont les voir. Est-ce que toi, sur le Facebook du H, tu as constaté des baisses d'engagement autour de la communauté, de la visibilité générale? Ouais, il y a peut-être eu enfin, j'ai pas encore mis à fond mon nez dedans, mais oui, il y a peut-être eu une baisse sur certains postes. Après, sur des postes de victoire ou ce genre de choses, ça n'influe pas parce que ça va très vite. D'ailleurs, la manière de comptabiliser la portée a aussi changé chez Facebook. Maintenant, on considère qu'un post a été vu lorsque l'utilisateur s'est arrêté dessus. Il faut savoir qu'avant, Facebook comptabilisait une vue de post à partir du moment où le post avait été scrollé par l'internaute. Facebook a dit oui, non, mais finalement, en fait, c'est mieux comme ça. Voilà. Bon, encore des spécialités de Facebook, notamment sur ces aspects liés aux statistiques. Donc voilà, globalement, vous avez peut-être une baisse de 20% en termes de visibilité de statistiques, mais il semblerait que la visibilité soit plus pertinente. Toi, Lucas, est-ce que tu as constaté des baisses de reach sur votre page? Ouais, surtout sur tout ce qui est relais d'articles, en fait. C'est là où Facebook a vraiment mis l'accent. Alors, c'est les liens externes. Ouais. Le lien externe, c'est le pire que vous pouvez faire en social media sur Facebook. Vous sortez de l'outil, donc à partir du moment où vous sortez de Facebook avec un lien externe, vous ne pouvez plus consommer de publicité. Exactement, c'est ce que Facebook voulait faire à la base, c'était que tout se passe sur Facebook. Donc ils ont mis une barrière là-dessus et nous, forcément, ça nous pénalise. Mais du coup, le but, c'est justement de trouver des contenus qui n'ont pas besoin d'être redirigés sur le site.
Et c'est tous les contenus qu'on appelle les contenus natifs, c'est-à-dire les photos, c'est-à-dire les vidéos qu'on upload directement sur Facebook. On en parlera tout à l'heure évidemment en détail avec toi. On va parler de votre compte Twitter. Alors ce qui est intéressant avec Twitter, c'est que les matchs du H, ils sont pas tous retransmis à la télé. C'est pas comme le foot avec la Ligue 1. Donc il y a notamment un gros enjeu de live tweeter les matchs en direct. Donc ça, j'imagine que c'est une grosse part de l'utilisation de Twitter. Du coup, vous avez, j'imagine, pas mal d'engagement dans ces moments-là. Comment tu construis ces périodes de live tweet pendant les matchs? Ouais, c'est un exercice qui est difficile. On a de la chance, heureusement, d'être assez souvent diffusé, nous. Donc, quand tu es devant ta télé ou quand tu es en live à la Trocardière, c'est plutôt facile. Après, il arrive qu'on ait des matchs où, moi qui ne fais pas tous les déplacements, je suis, comme tout le monde, le live LNH où on voit but de tel joueur, but contre HBC Nantes. Donc l'enjeu, c'est d'essayer de raconter une histoire. Alors parfois je m'enflamme un peu, parfois j'ai peut-être pas les bons mots, mais l'idée c'est de faire vivre quand même une expérience à l'utilisateur et qui relaie ou qui puisse suivre le match dans de bonnes conditions. Donc c'est pas évident, mais on essaie de faire le job. En plus, c'est compliqué parce que le hand, ça va très vite, un petit peu comme le basket. Donc il y a plein d'actions qui peuvent s'enchaîner à la suite. Vous êtes de plusieurs sur le live tweet. Comment ça se passe? Est-ce que tu live tweets pas toutes les actions parce que c'est pas possible? Non, depuis quelques mois là, on a changé en fait notre mode de live tweet. L'idée, c'est pas de commenter en fait chaque action parce que sur un match de hand tu t'en sors pas. Donc et puis tu perds, je pense, un peu ton utilisateur à force de mettre des tweets. Ça floude un petit peu, il y a trop de posts quoi. Donc on a pris le parti en fait de faire vraiment moins de tweets, mais d'illustrer ce tweet par une photo. Alors des photos que tu prends toi-même au téléphone, des photos de photographes qui sont triées en direct. Ouais, alors ça dépend sur nos matchs à domicile. Donc j'ai un photographe bénévole qui fait des petits allers-retours pour qu'on puisse avoir des photos. Je me prépare moi aussi une petite base de photos un peu intemporelles que je peux qui me permettent d'illustrer en fait les tweets. Et puis le résultat, c'est qu'on a plus d'engagement, plus d'impression pour moins de tweets, donc c'est forcément c'est plus qualitatif comme travail. Tu voulais réagir? Ouais, tu l'aborderas peut-être plus tard, mais tous les matchs qui sont pas diffusés, enfin pour les matchs qui sont pas diffusés du H, vous n'avez pas des droits de pouvoir les diffuser justement? Alors les droits sont quand même la LNH est du coup détenteur avec Bein des droits, mais moi qui ne fais pas les déplacements, je ne vais pas diffuser les matchs, non. Et ce serait faisable? Non, je crois pas, non, Parce que justement, alors tu fais parfois des périscopes, donc des vidéos en direct sur Twitter, mais du coup pour les fins de match, parce que c'est totalement interdit de filmer un match en direct ou de faire des images en direct, parce que les histoires de droits, c'est Bein Sport qui a les droits, c'est ça. Donc on n'a pas le droit. Ça t'est déjà arrivé de faire une vidéo, de te faire taper sur les doigts? Ça m'est arrivé récemment, ouais, où une de mes bénévoles avait mis un petit penalty en direct. Et c'est vrai que petit coup de fil de la LNH le lendemain pour nous dire attendez les gars, il faut respecter les règles. Ouais. Donc ouais, mais ça permet aussi je bosse avec une équipe de bénévoles, donc ils font très bien le boulot et ça permet aussi de les driver et de leur dire attention, ça vous avez le droit, ça non. Et de manière générale, la ligue est quand même hyper tolérante parce que sur en fait, au moment où les accords ont été signés avec Bein, la prise de conscience des réseaux sociaux, elle était quasi nulle. Donc, en fait, dans les textes, il n'y a pratiquement rien qui autorise ou interdit ce que tu peux faire le jour J, pendant le match. Donc, il y a une grosse tolérance de la LNH, mais pas jusqu'à mettre du live du match forcément. Est-ce qu'il y a beaucoup de questions sur Twitter? Est-ce que tu prends le parti de répondre à toutes les questions des internautes? Twitter, c'est aussi un service après-vente en fait maintenant, donc c'est compliqué de pouvoir répondre à tout le monde. Après, l'idée c'est quand il y a une question qui revient assez fréquemment, c'est d'utiliser justement cette question, citer le tweet et justement que les autres personnes qui se posent la même question puissent profiter de la réponse. D'ailleurs, maintenant Twitter est passé à 280 caractères. Est-ce que tu en profites pour faire des tweets plus massifs ou pas spécialement? Ouais, si, forcément, c'est plus facile. Et puis, comme je te disais, sur un live tweet, par exemple, plutôt que se restreindre sur les 140 caractères, on peut plus imager et puis plus se lâcher sur vraiment l'évolution de la rencontre ou ce genre de choses.
Les temps forts. Ouais. On va parler d'Instagram. Du coup, vous avez 14 000 followers, mais là aussi, hein, il y a un très bel engagement. Est-ce que tu regardes un peu les stats d'Instagram? Est-ce que tu sais quel est ton reach? Moi, j'ai regardé un petit peu. On est peut-être sur 15% de reach, ce qui est plutôt fort. Est-ce que tu fais le ratio entre le nombre de likes? Est-ce que tu regardes tes stats sur Insta aussi? Ouais, bah, j'essaye de regarder ce qui fonctionne surtout, là où on a le plus de likes. Après, Instagram, bah, entre les posts et les stories, j'essaye de voir aussi comment bien faire le job. Sur les photos postées, c'est plutôt la belle photo du match ou qui illustre un peu la rencontre. Et sur les stories, c'est plus de l'insight que j'essaye de faire paraître à la fois sur le match et puis au quotidien en fait avec les gars. Ouais, tu utilises les stories à la une aussi, qui te permet d'accrocher des stories sur ton profil, de faire un petit peu des albums photos. C'est vrai qu'on entend parler que les stories, c'est l'avenir, entre guillemets, hein, de par les utilisateurs, les responsables de Facebook qui sont les mêmes qu'Instagram. Mais il semblerait que les utilisateurs d'Instagram consultent maintenant presque plus les stories que le feed. Et puis le feed Instagram, il a un algorithme qui est très très étonnant aussi. Hein. Moi, quand je consulte mon feed Instagram, je vois des trucs d'il y a 5 jours, il y a 2 jours, il y a 2 heures. C'est des trucs que tu constates, toi, peut-être tu regardes aussi tes stats sur Instagram? Ouais, en fait, moi je fais un reporting tous les lundis sur toute la semaine qui s'est déroulée sur chaque réseau social pour voir qu'est-ce qui marche pas. Si tu me parles d'Instagram, moi je regarde vraiment. Ce qui m'importe, c'est pas forcément le reach, c'est vraiment le nombre de likes parce que c'est ça qui génère tous les likes supplémentaires. Et en fait, j'ai remarqué, je pense que Kevin ne me dira pas le contraire, c'est plus la photo est belle. En fait, Instagram, c'est vraiment et je trouve le réseau d'image, encore plus, ouais, exactement, le réseau du beau. C'est plus la photo est belle, plus le like sera élevé, enfin, le nombre de likes sera élevé. Et donc, on est vraiment parti sur. Au début, j'étais un peu sur Instagram, je diffuse un peu d'actualité, etc. Aujourd'hui, c'est vraiment que de la belle photo, quitte à ne publier que 5 photos par semaine ou 3 photos par semaine. Et puis Instagram, c'est le réseau des sportifs par excellence. C'est là d'où part un petit peu toute la communication, notamment autour des joueurs. On voit que quand les joueurs sont présents sur les réseaux sociaux, c'est généralement principalement au travers d'Instagram. Il y a combien de joueurs au H, combien de joueurs dans l'équipe? Écoute, il y a 18 joueurs professionnels, si je dis pas de bêtises. Et combien sont présents sur les réseaux sociaux de manière relativement quotidienne? Il y a plus du 3/4, je pense, qui est régulièrement présent sur Instagram. C'est le réseau social, je pense, sur lequel ils sont le plus présents. Ouais. Est-ce que tu regardes ce que postent les joueurs aussi? Est-ce que tu fais une veille? Parce que du coup, ils représentent aussi le H, évidemment. Ils font partie de la communication du H, mais ils gèrent leur propre communication. On en parlera tout à l'heure avec Valentin. Est-ce que toi, tu fais une surveillance de tout ça? Ouais, après, on essaye de travailler intelligemment. C'est-à-dire que eux, quand ils ont besoin d'une photo, ils me la demandent. Moi, à l'inverse, quand je vois un selfie sympa, je peux aussi leur demander ou le relayer. Donc ça va dans les deux sens, donc c'est top. Et puis surveiller aussi un petit peu, même si de ce côté-là, tous les joueurs font vraiment bien le job, donc c'est vraiment agréable. Oui, les joueurs qui communiquent très bien. Je pense au gardien Cyril Dumoulin, qui est notamment qui a plus de followers que le H sur les réseaux, parce que c'est effectivement un personnage du championnat de hand. Donc est-ce que tu regardes aussi ce que font évidemment les autres sportifs et les autres clubs? Tu fais une veille des autres clubs de hand sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu vas choper des bonnes pratiques un petit peu aussi? Ouais, forcément, on essaie de voir ce qui se passe à côté, mais pas forcément que dans le hand, hein, dans le foot ou dans les autres sports. Il y a de quoi avoir des idées vraiment partout. Donc on fait une petite veille et puis on fait aussi avec ce qu'on a. Donc voilà, faut trouver le juste milieu, placer le curseur et puis comme disait Lucas, c'est vrai qu'Instagram maintenant c'est il y a le like facile en fait, j'ai envie de dire, pour toute la communauté, donc c'est chouette, mais c'est surtout si tu as une belle émotion sur une photo, c'est vraiment ça qui est recherché, je pense, par les utilisateurs. Et puis bon, après, il faut garder en tête que Instagram, c'est pas un réseau de viralité, parce qu'il n'y a pas de système de partage. C'est ce qui plaît aussi peut-être un peu plus aux sportifs, justement, par rapport à leur communication. Il y a moins l'aspect de viralité, même si quand on a une grosse visibilité, maintenant, toutes les informations sont reprises dans les médias. Est-ce que vous êtes sur Snapchat avec le H? Ouais, on est aussi sur Snapchat, alors avec une activité qui est beaucoup moins fréquente. En gros, on utilise Snapchat uniquement les soirs de match.
Et qu'est-ce que tu fais du coup? C'est des images, c'est des petites vidéos? Bah là où il faut réfléchir, et se creuser la tête, c'est pas faire exactement la même chose que sur tes stories Instagram, parce que tu as vite fait de te répéter, je trouve. Donc on essaye d'attirer, moi c'est un public plus jeune, donc sur des produits boutiques, du maquillage, les petites activités, les animations. Et l'idée c'est que le fun gamin, aussi, ouais, quoi. et puis que le gamin dise bah tiens j'ai vu ça, ouais, je veux y aller. Voilà. Toi, Lucas, sur Snap, vous faites un truc assez intéressant. Est-ce que tu peux nous expliquer l'histoire avec les lunettes là, dont tu m'as parlé et comment tu utilises, toi, Snapchat dans la communication du FC Nantes? Alors nous, Snap, on part du principe que c'est quasiment du 100% coulisses. En fait, je pense que je suis pas tout seul à penser. Dans toute l'équipe com, on pense que ce que l'utilisateur a envie de voir à travers Snap, c'est pas ce qu'on publie sur Twitter, ce qu'on publie sur Facebook. C'est vraiment du 100% coulisses, c'est-à-dire des vestiaires, l'arrivée des joueurs au stade, que ce soit à Marseille, à Paris, dans tous les stades de France. Comment ils se préparent avant un match, leur arrivée à l'hôtel, la collation, etc. Dans la limite, bien sûr, de ce qui est faisable et de ce qu'autorise le coach, tout ça. Et ta deuxième question, c'était Je sais plus. Non, c'était sur les lunettes, du coup, l'OP un petit peu immersive dont tu m'as parlé. Ouais, et on est aussi parti du principe que sur Snap aujourd'hui, en tout cas dans les clubs de foot, le contenu est très très souvent le même, mais hyper récurrent, match après match. C'est les vestiaires, le stade, l'échauffement, et une fois que l'échauffement est fini, que le match commence, on peut plus rien filmer, donc au final il n'y a plus grand chose. Donc on a essayé un peu de détourner ça, de trouver une idée assez originale. Et en fait, Snap a créé il y a 2 ans environ, un an, les lunettes Snapchat. C'est en fait des lunettes en angle 115 degrés qui sont portées du coup comme des lunettes normales et qui permettent de rentrer vraiment en immersive, comme si en fait on vivait on était dans le personnage. C'est relié à du Wi-Fi ou à quelque chose, et ça transmet sur le feed Snapchat. Ouais, en fait c'est en Bluetooth, donc la personne a juste à appuyer sur la lunette pour lancer la vidéo. Ça peut durer jusqu'à 30 secondes de vidéo, et à rappuyer pour la fin de la vidéo, c'est envoyé directement sur le portable, et on peut rajouter du texte, etc. Et en fait c'est envoyé en story ensuite. Et ce qui est assez marrant, c'est que on peut tourner notre portable en angle 115 degrés, et on est vraiment en immersif dans le contenu. Donc je pense que on fait ça à chaque match à domicile en tout cas. Et tu regardes, il y a des stats du coup, est-ce que tu sais combien de personnes ont vu le Snap? On sait le nombre de personnes qui a vu la story, mais on n'a pas constaté forcément d'augmentation de vues avec les lunettes, mais au moins on propose du contenu qui change un peu de l'ordinaire. C'était ça l'objectif surtout. Pour revenir sur l'une des problématiques que vous avez tous les deux, c'est que vous avez beaucoup d'informations à poster, il y a beaucoup de flux, il y a beaucoup de choses à dire, donc ça c'est pas forcément évident, notamment sur Facebook. Est-ce que sur Facebook vous faites de la sponsor? Ça t'arrive peut-être sur les aspects billetterie, non? Est-ce que vous faites des parties sponsoring pour pousser certains posts? Ouais, ça a été très rare, mais effectivement, nous, l'objectif premier, c'est de remplir notre salle. Et du coup, on a la chance que ça se remplit plutôt naturellement, donc c'est chouette. Mais sur les matchs où c'est un peu plus dur de remplir, en accord avec la billetterie, on met des petits sponsors, des petits coups de boost en fait sur certaines publications avec des liens billetterie. Ouais. Du coup, j'ai oublié ce que je voulais te dire. Non, je me souviens, non, j'ai oublié. Mais c'est pas grave. Je suis un professionnel. Hein. J'ai été formé par Michel Drucker. Non, ça y est, je me souviens ce que je voulais dire, c'est revenu. Est-ce que tu te brides sur un nombre de posts par jour sur Facebook? Est-ce que tu te dis pas plus? Parce qu'il y a quand même beaucoup d'informations à poster. Est-ce que c'est 4, 5, parfois 6? C'est beaucoup en fait en termes de flux Facebook. Non, on se bride pas. Après, on essaie juste que les publications, essayer de faire un petit planning. Alors on le fait début de semaine et puis tu te rends compte qu'avec l'actu, finalement la case là, je la déplace là et puis je la remets là et puis finalement je la remets là. Mais non, on se bride pas. Après, on essaie juste de les faire assez espacés en fait pour que ta dernière publication soit pas obsolète avec la nouvelle que tu viens de publier.
Pour reparler un petit peu des vidéos live, il y a des choses qui sont intéressantes et qui ont été faites notamment aux États-Unis. Le foot US a eu des matchs retransmis en direct sur Periscope. La NBA aussi a testé des retransmissions en direct sur Facebook Live. Stan Wawrinka, le joueur de tennis, il n'y a pas longtemps, a racheté les droits de l'ATP de Marseille dans lequel il jouait pour que ça puisse être diffusé sur son Facebook Live, notamment pour les gens qui n'avaient pas accès aux chaînes françaises. Est-ce que vous pensez que dans le futur, il y aura des matchs qui seront diffusés en direct sur les réseaux sociaux, ou ces histoires de droits télé n'amèneront jamais à ce genre de choses, Lucas? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors pour moi, c'est totalement clair. Le live, c'est l'avenir total des réseaux sociaux. Nous, on essaye d'en faire au maximum dans la limite du possible et dans la limite des droits qu'on a. Mais en termes de reach, en termes de tout, en fait, t'as une notification quand le live démarre. Tu peux commenter, tu peux liker, tu peux suivre ça pendant 1h30 sans jamais t'en lasser. Moi, je regarde pas mal de live d'e-sport, notamment. Et c'est quelque chose on peut regarder ça pendant 5 heures. Enfin, moi, en tout cas, je ne me lasse pas. Donc, pour moi, c'est vraiment le futur de tout ça. Après, il faut aussi que la Ligue, je prends l'exemple de la LFP, pour nous, la Ligue de football professionnel qui régit un peu tout ça, puisse aussi accepter qu'on fasse des lives, qu'on puisse diffuser quelques images, etc. Parce que c'est aussi ça qui marche. Même les gifs, les mini-visages, ils veulent absolument pas. Il y a même le compte officiel de l'Olympique de Marseille qui s'est fait supprimer pendant un temps de Twitter parce qu'ils avaient partagé des gifs ou une image qui était sous droit. Là, c'est l'algorithme, le petit robot qui vient immédiatement broser et supprimer ça. C'est un petit peu idiot et un petit peu débile. En plus, ça fait la promotion du sport, mais c'est les histoires de règles et de droits. Sur les aspects de live média, quand tu fais les matchs du H en direct, vous êtes combien du coup, combien de bénévoles pour gérer cette partie-là? Parce que toi, du coup, t'es pas trop aux manettes des réseaux sociaux parce que tu as d'autres obligations pendant les matchs. Combien de personnes c'est quoi le dimensionnement pour le live média? Bah écoute, ça dépend parce que comme tu disais, c'est des bénévoles, donc je peux pas leur demander d'être à tout prix présents. Alors ils font leur maximum, ils le font très bien d'ailleurs, donc dans un premier temps, c'est hyper chouette et agréable de bosser avec eux. Et après, ça dépend en général. En ce moment, il y a une personne à la photo, une personne sur Twitter et une personne qui gère un peu les posts Facebook et les stories. Et toi, comment tu organises ton temps? Du coup, c'est extrêmement chronophage comme métier. En plus, il y a les matchs le week-end. T'arrives à avoir une vie sociale à côté de ça? Bah écoute, ouais. Pas une vie sociale média, mais une vie sociale. Non, bah après c'est sûr que ça fait du bien de couper de temps en temps, mais oui, avec un match tous les 3 jours, t'as vite fait d'avoir la tête dans le guidon, donc par exemple là, trêve internationale, elle fait du bien, donc on en profite, et puis ça dépend, il y a un rythme assez particulier, on a un mois de janvier où il y a souvent une compétition internationale, où là du coup ça fait du bien de souffler aussi à titre perso, salarié, mais aussi pour se projeter aussi sur les futurs projets, parce que c'est dans ces moments-là que tu profites de réfléchir à ce que tu vas faire plus tard, donc ouais. Et puis la trêve estivale aussi, forcément. Et il y a une forte différence d'exposition médiatique évidemment entre le foot et le hand. Pourtant, les Français, on est parmi les meilleurs, on est champion d'Europe, champion du monde tout le temps. Est-ce que tu rêves un peu secrètement de la visibilité que peut avoir le football? Est-ce que c'est presque trop? Est-ce que tu penses que ça peut encore évoluer, cette visibilité autour du hand? Est-ce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, j'imagine, pour que ça arrive à des sphères comparables au football? Ouais, c'est sûr qu'on est à des années-lumière du foot encore. Après, sur une journée de championnat, il y a 2 matchs qui sont diffusés sur beIN. Donc c'est sûr que ça n'a rien à voir avec le foot encore. Tu le disais, le handball français va bien et ça dure depuis des années et on est monstrueux. Néanmoins, ça peine encore à être diffusé sur les chaînes publiques, etc. L'équipe vient de racheter les droits de la Coupe de France, la chaîne L'équipe. Donc ça monte, c'est un signe positif, je pense, à la fois pour le business qu'il y a autour et puis pour nous, pour avoir de la visibilité. Donc forcément, il y a des bons signes, mais on est encore loin des autres sports co qui sont bien devant quand même. Pour terminer, quel est l'objectif sportif du H pour cette saison? Il y a ce quart de finale de Ligue des Champions. Il reste combien de temps avant la fin du championnat? C'est quoi les grandes échéances à venir? Au niveau du championnat, alors je ne sais plus exactement combien de matchs il nous reste, mais l'objectif c'est de rester sur le podium.
nous l'objectif, je parle au nom du club, mais c'est pas moi qui les fixe les objectifs. Évidemment. Non, l'objectif du club, c'est en fait de se requalifier pour la Ligue des Champions. Donc pour ça, il faut rester sur le podium, à minima. Et puis, ouais, on a un quart de finale de Ligue des Champions là, à la fin du mois. C'est historique pour le club. Donc l'idée, c'est d'aller, pourquoi pas voir plus haut, mais il y a une double confrontation à gagner. Et puis, on verra par la suite. Bonne chance à vous, bravo pour tout le travail que tu effectues au H, c'est assez impressionnant. On va parler avec toi maintenant, Lucas, du Football Club de Nantes. Ça fait 1 an et demi du coup que tu es CM au FC Nantes, tu as 23 ans, donc tu es quand même assez jeune par rapport à une personne comme moi qui en a 36 par exemple. Pas loin, pas loin. Et toi tu es un fan pur et dur du FC Nantes, tu es originaire d'Angers. Non, de Nantes. De Nantes, d'accord, ouais, ok, très bien. J'ai fait mes études à Angers. Tu as fait tes études à Angers, voilà, c'est ça. Une licence d'infocom. Exactement. Pendant combien de temps? 3 ans. C'est pendant 3 ans. Ouais. Et à la sortie de la fac, du coup, c'est quoi tes premières expériences, tes premiers stages? J'ai fait deux stages, un stage de journalisme sportif sur le web et un stage de journaliste presse écrite et web à Ouest France. Et en fait, j'étais un peu entre les deux. Je voulais soit faire journaliste sportif, soit community manager. Et si c'était community manager, c'était au FC Nantes, quoi qu'il arrive. Donc, impossible pour un autre club. Non. Et du coup, comment tu arrives au FC Nantes? Ça se passe comment? Par quelle opportunité? Est-ce que c'était une offre publique? Comment ça s'est passé? Non, en fait, c'est en 2012, j'ai lancé en fait, le club n'était pas trop sur les réseaux sociaux. Moi, j'étais fan de Nantes, j'étais fan des réseaux sociaux, j'étais présent sur Twitter, etc. Et en fait, à côté de mes études, j'ai lancé un compte Twitter juste avant qu'on monte en Ligue 1. Quand on officialise quasiment la montée en Ligue 1, je lance un compte Twitter qui s'appelait Team FCN. Et en fait, mon but c'était vraiment de relater l'actualité quotidienne du club sur les réseaux, sur Twitter, par les petits moyens que j'avais en fait, parce que j'étais pas du tout au club, j'avais pas du tout les coulisses que j'ai aujourd'hui. Mais petit à petit, la communauté a commencé à venir. J'ai dû prendre un ami qui était à moi, pour qu'on gère à deux, parce qu'à côté de mes études, je pouvais pas du tout gérer ça tout seul. On a fini à 3 à gérer ça. On s'est créé un compte Instagram, ça a fini à 10 000 abonnés à peu près. Ah oui. Et en fait, petit à petit, pendant ces 3 années-là, j'envoyais mon CV au club tous les 3 mois à peu près. Je suis assez persévérant. Non, mais... Et tous les 3 mois, je me faisais refuser tous les 3 mois du coup. Jusqu'où? Jusqu'au jour où j'ai petit à petit eu des contacts au club et où le club a vraiment décidé de mettre l'accent sur le digital. C'était à l'été 2016 du coup, où un directeur marketing est entre autres arrivé, Baptiste, que je remercie du coup aujourd'hui. Et au club, on a dû lui dire, il y a quelqu'un qui nous envoie son CV, on a une pile entière de CV sur notre bureau, est-ce que tu peux le recevoir? Donc ça s'est très bien passé et comme ça, à force de persévérance peut-être et à côté de mes études, de gérer en fait le compte Twitter, ça m'a permis d'intégrer le club. Félicitations, c'est beau, c'est une belle histoire. Alors, oui, quelqu'un voulait applaudir? Non, c'est pas tout à l'heure. Oh, c'est pas obligé. C'est l'émotion. Vous êtes ému. Non, mais ça va très bien. Alors, la communication du FC Nantes, j'imagine que c'est assez complexe. Il y a énormément d'enjeux. Est-ce qu'il y a un responsable communication? Comment est dimensionnée la partie du staff de com? Elle est assez bien cadrée. En fait, on a quelqu'un, Baptiste, du coup, qui régit un peu tout ça. Ensuite, on a vraiment chacun un poste précis parce qu'on a la chance d'être staffé honnêtement comme un gros club français en termes de communication. On a une attachée de presse, on a un photographe, un graphiste, un vidéaste, moi qui m'occupe uniquement de la partie réseaux sociaux. Et j'en oublie, on a un webmaster qui s'occupe entièrement du site, etc. Toi, tu t'occupes pas du site, c'est uniquement la prise en main des réseaux sociaux. Ouais, principalement. Ouais. En grande majorité, uniquement réseaux sociaux. Ouais. Le budget du FC Nantes, c'est donc 45 millions d'euros à peu près. Est-ce que toi, tu as une idée de quelle part est allouée à la communication là-dedans ou, c'est doit être noyé Comme Kevin disait tout à l'heure, en fait, on n'a pas de budget forcément global alloué à la communication. C'est un peu, si on a quelque chose à proposer qui est intéressant, c'est accepté, c'est refusé. Mais voilà, on nous laisse... on n'a pas de budget fixe, on a vraiment, si on a besoin de quelque chose et qu'au-dessus ça juge que c'est important et que c'est intéressant pour le club et son image et toute la communication autour, on nous laisse la voie libre.
On parlera tout à l'heure de tes fameux clashs avec Pierre Benazé et Raymond Domenech. Est-ce que sur cette idée-là, sur la tonalité des tweets, sur la manière de s'exprimer, de parler, c'est quelque chose qui est cadré en amont avec l'équipe? Tu as une totale liberté là-dessus? Comment ça se passe? Ben, j'ai pas une totale liberté, mais je discute régulièrement avec ma direction et avec l'équipe pour savoir comment on peut tourner ça, etc. Mais on me laisse pas mal de liberté. Après, je connais aussi les limites à ne pas dépasser. Je vais pas rentrer en clash sévère avec un animateur télé de Canal. Jamais, je vois pas le genre. Mais non, voilà, je connais les limites à pas forcément dépasser. Alors sur les réseaux sociaux, on a les chiffres ici, 350 000 fans sur Facebook à peu près. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plus de followers sur Twitter, ça c'est assez étonnant. Comment est-ce que tu l'expliques toi de ton côté? Souvent, on a plus de fans sur Facebook, hein. Généralement ça se passe comme ça. Ouais, je crois qu'on est deux clubs de Ligue 1 avec Toulouse à avoir plus d'abonnés sur Twitter que sur Facebook. Je pense que ça s'explique déjà parce que sur Facebook, on n'a jamais payé pour avoir d'abonnés en plus. Ce qui se fait un peu dans les clubs. Nous, ce qu'on veut, c'est du reach à 100%. Bien sûr. Et du naturel. Et sur Twitter, après, les clashs, en fait, dès qu'il y a un mini-buzz, on gagne en termes d'abonnés. C'est assez énorme. Et aussi, je pense que sur Twitter, il y a plus de nouveaux inscrits, donc ils vont suivre la page. Sur Facebook, si on n'est pas sur Facebook aujourd'hui, en fait, les jeunes ne s'inscrivent plus forcément sur Facebook, donc je pense pas qu'il y ait de nouveaux inscrits sur Facebook. Je pense que leurs parents sont sur Facebook, donc ils y vont pas, ça peut pas marcher. Et puis il y a Snapchat et Instagram aussi. Ah, il y a des parents dans la salle apparemment. Je m'excuse à toutes les personnes âgées. Du coup, sur le flux Facebook, là aussi un énorme flux sur la page du FC Nantes, énormément de posts. Combien de posts par jour? Est-ce que là aussi tu te fixes une limite? Ouais, je me fixe un post toutes les 2 heures de 8h à 20h. D'accord, donc ça fait au moins 7-8 posts, je calcule très mal en mental, mais c'est à peu près ça, quoi. C'est ça, exactement. On a vu, alors si vous regardez un peu la communication social média, les modifications d'algorithmes, que du coup, je le disais tout à l'heure, la portée des fanpages a donc baissé. Et l'idée, c'est de favoriser les interactions entre les gens, entre les profils, mais aussi avec les pages groupes, ces fameuses pages groupes. Est-ce que tu as créé un groupe FC Nantes? Est-ce que tu essaies de l'animer? J'imagine qu'il y a des groupes de supporters aussi. Est-ce que tu as essayé d'inclure ça dans ta stratégie social média? Non, mais c'est en projet. On va essayer de justement créer un groupe pour et pas forcément. Notre but c'est pas forcément d'avoir 50 000 personnes dessus et ni encore faire d'ombre sur la page officielle. C'est vraiment d'activer tout ce qui est interaction, lancer des débats et que aussi que le débat se fasse par les supporters eux-mêmes. C'est le principe du groupe, d'ailleurs, que ce soit les utilisateurs qui apportent du contenu. D'ailleurs, il y a un groupe du H qui est super actif. Alors, je ne sais plus comment il s'appelle, mais j'imagine que tu le regardes. Supporter du HBC Nantes. Supporter du HBC Nantes, et il y a énormément de posts et un reach de fou. Moi, il remonte tout le temps dans mon fil d'actualité. Donc, c'est assez intéressant. Voilà, si vous pouvez inclure dans votre stratégie social média cette interaction avec les groupes en mettant l'utilisateur au cœur du principe, c'est probablement l'un des enjeux à venir. C'est ce qu'a fait d'ailleurs pas mal pas mal de médias papier. Je prends l'exemple du Figaro, du Monde, etc. Qui ont perdu énormément de reach en fait parce qu'ils pouvaient plus rediriger. Ils ont que du lien externe en plus. Voilà, exactement. Donc ils se sont mis sur les groupes pour interagir, etc. Et je crois que c'est le Figaro qui a cartonné là-dessus. Ouais, ils essaient vachement bien de s'adapter là-dessus. Donc je le disais, il y a énormément de flux de posts, les annonces des matchs, la mise en vente des billets, les confs de presse, les entraînements. D'ailleurs, les entraînements sont sur Periscope aussi, avec un petit habillage. Tu peux expliquer un petit peu la config vidéo qu'il y a autour de ça? Ils sont sur Facebook Live aussi, non? Ou ils sont que sur Periscope, les entraînements? Non, on travaille depuis cette année avec un outil qui nous permet d'habiller comme on veut en fait le live, notre live, de mettre des défilements de tweets, des messages qu'on souhaite afficher, un habillage avec notre logo, etc. Et en fait, l'intérêt, c'est de pouvoir diffuser ça sur toutes les plateformes en même temps. On peut changer l'habillage comme on veut en instantané, et surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut publier sur Facebook, sur Twitter, alors pas encore sur Instagram, mais sur Dailymotion, exactement. Sur toutes les plateformes de stream, quoi. Exactement. Est-ce que il y a énormément de questions, énormément d'interactions sur chaque post? Est-ce que tu lis tous les commentaires? Est-ce que tu réponds aux gens? Est-ce que ça dépend des questions? Comment ça se passe sur cet aspect-là?
Alors je lis pas tout parce que sinon j'aurais pas forcément de vie. Ouais. Mais j'essaye de lire un peu parce que Kevin le dira certainement, on est un peu le lien en fait entre les supporters, le premier lien même entre les supporters et le club. Donc c'est bien de prendre la température un peu. On me demande souvent au club alors qu'est-ce qui se dit, comment est la tendance chez les supporters, est-ce qu'ils sont contents, est-ce qu'ils sont pas contents, etc. Donc c'est intéressant et c'est surtout important de lire tous les commentaires, enfin pas tous les commentaires, mais d'en lire beaucoup. Et pour répondre, on essaye pareil de répondre le plus possible, mais c'est difficile aussi. Est-ce qu'il y a beaucoup de trolls, beaucoup de haters aussi, des supporters d'équipes adverses qui insultent, qui chambrent, etc. C'est une grosse partie des commentaires ou pas? Ouais, on voit quelques Rennais des fois qui vont commenter nos publications sur Non, c'est sur pas Facebook. le style des Rennais. Franchement, j'en connais 2-3. Après sur Twitter, c'est aussi le jeu de Twitter. Il y a pas mal de trolls, mais on essaie de passer à côté et de se dire que ça reste de l'humour. C'est les parieurs aussi. Je sais pas toi, mais les gens qui parient sur un match. Ah, qui sont deg d'avoir perdu leur pari. Ouais, en ce moment, enfin moi, dès qu'il y a un match nul ou où il y a une défaite du H, les gens qui ont parié sur la victoire, ils arrivent, ils t'envoient des messages en Alors, anglais, en français, en néerlandais. Petit tips pour les parieurs, hein, si vous ne voulez pas être énervé, bah, ne pariez pas. Hein, moi, je donne beaucoup de conseils hyper pertinents comme ça. Est-ce qu'il y a des OP obligatoires avec des partenaires sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il y en a 2-3 en tête? Maintenant, ça fait partie des obligations dans les partenariats, un petit peu la présence sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça fait partie aussi des problématiques que tu gères? Ouais, c'est dans les contrats. On a quelques partenaires qu'on signe un accord pour pouvoir publier tel nombre de posts sur Facebook, tel nombre de posts sur Twitter dans l'année. J'en ai une en tête qui était assez marrante et qui était plutôt intéressante, c'est Volotea qui avait caché des places, enfin c'était des billets en fait pour fêter leur alors je vais pas donner le chiffre parce que je vais me faire taper sur les doigts par les commerciaux, qui fêtaient leur temps de millième voyageur. Ils avaient caché un billet dans la ville de Nantes et le premier qui trouvait ce billet avait La le droit, fameuse chasse au trésor. qu'on organise aussi en interne avec les supporters. Ouais. Ça, c'était assez excellent. C'est la partie concours d'ailleurs. Donc, quand tu fais des chasses au Je trésor. fais la transition. Voilà, exactement, absolument, c'est parfait. Mais il y a aussi des concours que toi, tu montais toi-même. Tu as fait aussi des chasses au trésor de ton côté, notamment sur Facebook Live avec un plan. Je me souviens, celui sur la place à Nantes. Je ne sais plus où c'était exactement. Place Royale, ouais. Place Royale, effectivement. Donc, c'était quoi ta config là? Tu avais un Facebook Live où on voyait les gens qui cherchaient la place, plus des relais sur Instagram, etc. Qu'est-ce que tu avais mis en place comme stratégie autour de ça? En fait, c'était habituellement, on fait cacher ça dans la ville de Nantes et on publie ça sur les réseaux. Là, c'était le match contre Paris et c'était les 2 dernières places, donc forcément, on avait énormément d'attentes là-dessus et on a voulu faire un truc qui se démarquait un peu des Pokématchs habituels. Du coup, en fait, on est parti avec notre caméraman dans la ville de Nantes. On a trouvé un plan un peu surélevé de Place Royale. On a balancé le plan sur Place Royale et on a caché les places dans Place Royale. Et en fait, on a fait tourner ça en Facebook Live. Le seul indice, c'était voilà, les deux places se cachent Place Royale. À vous de les trouver. Et ce qui était super marrant, c'est que moi, le caméraman est resté en haut. Moi, je suis allé en plein Place Royale et je voyais. Alors, au début, c'était pas forcément énorme, mais il y a eu vite, je sais pas, 50, 100 personnes qui étaient sur leur portable, scotchés à leur portable en fait, et qui cherchaient à des endroits improbables. Génial. Et puis les gens qui étaient chez eux, ils étaient là, non, à droite, à gauche, je suis sûr que c'est là-bas derrière le siège. En termes de reach, ça a été énorme. C'était en termes d'interaction, c'était absolument génial, quoi. Parce que c'était Paris aussi, on peut pas le faire sur. Oui, parce que c'était porteur en termes de communication, évidemment. Alors pour parler pour les Troyens. Pour parler des live médias pendant les matchs, faire vivre les matchs en direct, c'est aussi une grosse problématique pour toi. Combien de personnes sont présentes sur le live média, photographes, vidéastes? Explique-nous un petit peu comment c'est staffé sur les matchs. Ouais, sur les matchs, ouais. Alors en fait, on a un photographe qui est en bord terrain pendant tous les matchs, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Et il publie, en fait, il prend ses photos pour faire une galerie ensuite en compte rendu. Et il nous envoie environ, c'est énorme, il fait un boulot énorme pendant les matchs parce qu'il a le temps de nous envoyer les photos à l'aide d'un boîtier en 2 secondes. Et en fait, notre but c'est, je m'égare un peu. Il nous envoie 80 photos par match. Ah ouais. Et en direct. En direct, c'est quasiment en instantané, c'est 1 minute après l'action. Et c'est énorme parce que moi, ça me permet d'illustrer par des images quasiment tous mes tweets. Quand on a un buteur qui vient de marquer, 1 minute après on a la photo, donc ça nous permet de la diffuser sur Facebook, sur Instagram, tout ça.
Donc en termes de proposition de contenu là-dessus, c'est assez intéressant pour les supporters parce qu'ils voient le match à la télé et en plus ils ont les réactions et les émotions des supporters, des joueurs. Donc ça c'est vraiment pas mal. Et toi, tu es seul sur les réseaux sociaux pendant les live médias ou tu es accompagné? Non, je gère tout seul les réseaux sociaux. D'ailleurs, il y a un flux important sur Twitter. Sur Facebook, c'est surtout quand il y a un but. Hein, Ouais. généralement avec une petite animation qui est préparée. Donc tu as des animations avec tous les joueurs de l'équipe potentiellement, c'est ça? Ouais, en fait, on a un outil depuis cette année surtout. Vidéo, c'est une vidéo de 10 secondes. En fait, on a juste à choisir en 2-3 clics en fait, le nom du buteur, le score et l'équipe contre qui on joue. Et ça nous génère une vidéo de 10 secondes en 20 secondes, quoi, qu'on peut publier ensuite sur tous les réseaux sociaux. Donc ça, c'est vraiment de l'instantané et c'est ce qu'on veut, c'est balancer de la vidéo en instantané le plus rapidement possible. Et beaucoup de stories aussi hein, sur Instagram, beaucoup de stories avec des images de photos sur chaque but, peut-être une vingtaine de stories sur chaque match à peu près, quelque chose comme ça. Ouais, ça rejoint en fait Arnaud, notre photographe, nous envoie des photos. On a H-3 du match jusqu'au coup de sifflet final, voir la joie du vestiaire, la joie avec les supporters. Donc sur Instagram, on est plus parti, comme disait Kevin tout à l'heure, on essaie de différencier un peu le contenu que sur Snapchat. Et on part, vu que c'est un réseau de photos, moi je fais surtout essentiellement de la photo, même en story, avec une qualité du coup assez propre parce que c'est des photos de notre photographe, mais tout en restant dans le principe story, c'est-à-dire raconter une histoire en photo. En termes de vidéos, évidemment, énormément de vidéos natives uploadées directement sur Facebook pour avoir un reach optimum. Vous avez du coup un vidéaste qui est là à chaque match aussi, qui fait un petit reportage et un petit montage qui est diffusé après, en plus des images officielles, parce que tu balances les résumés de match qu'on peut voir sur la page Facebook du FC Nantes, c'est le travail du monteur vidéo. Ouais, exactement. En fait, il y a un vidéaste aussi qui fait tous les déplacements. Et qui filme les meilleures actions du match et ensuite qui fait un résumé via les images de la Ligue qu'on peut publier à partir du lundi à minuit 1. En fait, il filme tout ce qui est match en lui-même, donc le but vu en bord terrain, la joie avec les supporters à la fin du match, le cri de joie dans le vestiaire, etc. Et pareil, le but c'est de le publier le plus rapidement possible pour que le supporter ait l'info et la vidéo le plus rapidement possible. Puis il y a un certain nombre de rendez-vous, il y a la descente du bus en Facebook Live que tu fais à chaque fois. Ça c'est un rituel, hein, vous le faites à chaque fois. Les joueurs sont au courant évidemment qui sont filmés. Tu les préviens, j'imagine? Ouais, après ils nous voient les filmer en gros plan et à 1,2 m, donc ils savent qu'on les filme. Après le but c'est aussi pareil, là je le fais avec mon portable, mais dans l'idéal ce que j'aimerais c'est avoir une caméra, pas forcément moi, mais vraiment proposer du contenu comme une télé en fait. Filmer l'arrivée du bus, filmer la joie dans le vestiaire, la victoire avec les supporters avec une vraie caméra en live. C'est vraiment là-dessus qu'on aimerait se projeter à l'avenir. Carrément, et en tout cas ça fonctionne bien parce qu'évidemment vous avez des reach super importants avec ça. Dans ton travail, est-ce que tu fais pas mal de veille, j'imagine, sur les acteurs du sport de manière générale au travers des réseaux sociaux? Est-ce qu'il y a des clubs, que ce soit en Ligue 1 ou en Europe, qui t'inspirent, sur lesquels tu vois des bonnes pratiques, tu trouves qu'ils travaillent bien, avec des bonnes idées? Parce qu'effectivement il peut y avoir des budgets importants, mais finalement sur ces métiers-là c'est surtout les bonnes idées qu'il faut avoir. Ouais, il y a les bonnes idées, après le budget fait aussi beaucoup de choses, mais on n'a pas le budget le plus conséquent de Ligue 1 et pourtant on essaye de proposer un peu de live comme le fait l'OM, Paris, etc. Après, forcément, moi je m'inspire pas mal de ce que fait le Real Madrid. Forcément, s'inspirer du meilleur club d'Europe. Ouais, en termes de followers, 200 millions de followers, ils sont juste au-dessus du FC Barcelone. Ouais, c'est monstrueux et ce qu'ils proposent est super clair, super cohérent. Et alors dans la limite de faisabilité, on essaye de proposer un peu du contenu, mais tout ce qui est tournure de story, proposition de contenu, de vidéo, j'essaie de m'en inspirer pas mal. Et ce qui se fait aux États-Unis aussi, ils sont assez en avance sur nous. Donc évidemment tous les clubs sont extrêmement présents sur les réseaux sociaux, les joueurs aussi, on va en parler dans quelques instants avec Valentin Rongier, mais aussi moi il y a un personnage phare de Twitter qui m'amuse beaucoup, qui m'énerve aussi énormément, qui est un président de club extrêmement connu de l'Olympique Lyonnais, c'est Jean-Michel Aulas. Alors si vous connaissez le foot un petit peu, vous voyez très bien de qui je parle, sinon c'est effectivement le président de l'Olympique Lyonnais. Et c'est un petit peu un gamin de 12 ans avec un téléphone, c'est-à-dire qu'il chambre les supporters, il interpelle les arbitres, il interpelle
interpelle les médias au détriment de la communication du club. Moi, j'ai interviewé un certain nombre de journalistes, de responsables dans le milieu du sport. J'ai essayé de savoir un petit peu. Il paraît, on m'a dit quand même qu'en interne, ça crie souvent les dents dans le Lyonnais. Quel regard vous avez sur un personnage comme Jean-Michel Aulas sur Twitter? C'est quand même, moi je trouve ça assez sidérant, ce qu'il fait, assez hallucinant quand même. Ouais, après c'est sûr, c'est un personnage clivant déjà au départ, donc forcément je pense qu'il en joue aussi beaucoup, mais je sais pas si lui a pensé que c'était une façon aussi de mettre de la pression sur les journalistes, sur les arbitres ou quoi, mais ouais, je pense que c'est too much un peu parfois, mais bon, ça fait rire une fois, deux fois, peut-être qu'après les gens se lassent aussi. Au club en interne, ils aiment pas trop. Et il a fait un truc hallucinant avec une joueuse américaine qui voulait recruter dans l'équipe OL féminine, qui est une excellente équipe de football. Il l'a harcelé de tweets pendant 1 an et demi. Il a tweeté 80 fois. Comme Lucas avec son CV, au final, ça a marché. Un petit peu. Et ce qui est incroyable, c'est qu'au bout d'un moment, la joueuse, qui est l'une des meilleures joueuses mondiales, a signé à l'Olympique Lyonnais. Comme quoi, ça peut marcher, mais c'est quand même assez exceptionnel. On va parler de tes faits d'armes, Lucas. Ce premier, avec ce bon vieux Raymond Domenech, donc ancien sélectionneur de l'équipe de France. Ce bon Raymond qui nous dit finalement la stratégie du double bus de la Mercedes n'a pas fait mieux que toutes les petites 2 chevaux suite au match du PSG. Donc petit rôle quand même de qualité de Raymond. Et derrière, Lucas, vous êtes mal placé pour parler du bus, référence footballistique évidemment au fameux bus de Naïsna. Et ce qui est très intéressant, c'est que immédiatement ça fait le buzz. C'est une évidence. Plus de 25 news, articles créés dans les médias dans les 15-30 minutes qui suivent ce tweet-là. Toi, dans quel état d'esprit quand tu lui réponds? Est-ce que tu t'attends à ce buzz derrière Non, je comprends rien à ce qui se passe en fait. Après, je sais que ça va forcément faire le buzz parce qu'on attaque, entre guillemets, assez gentiment une personnalité. Il est aussi consultant à la télé, évidemment. Mais en fait, dès que je vois le nombre de retweets en l'espace de 5 minutes, voilà, je me dis que ça va partir assez loin. Est-ce que c'est ton tweet qui a été avec le plus de portée, celui-ci, peut-être? Ouais, carrément. Ouais, largement. C'est drôle, quand même. En fait, c'est même celui, depuis que je suis arrivé, qui a fait le deuxième nombre de vues. C'était à 1,5 million vues, je crois. En termes d'impression, Twitter. Ouais, en fait, c'est derrière l'arrivée de Claudio Ranieri au FC Nantes. Donc mais ce qui est drôle, c'est qu'évidemment, on le voit, que les médias s'emparent évidemment de tous ces buzz, les mettre en avant et créer effectivement de la visibilité autour. Et puis ensuite, il y a ton ami, Pierre Ménès, effectivement journaliste à Canal+, qui régulièrement avait trollé le FC Nantes dans ses émissions. Et là, du coup, je m'emmerde, désolé, en parlant d'un match du FC Nantes. Et du coup, tu nous emmerdes aussi, Pierrot. Là, t'es assez cash quand même. Bah ouais, mais on touche pas à Claudio Ranieri. On fait que de gagner en plus. Donc, au bout d'un moment, voilà, fallait lui répondre. Et ce qui est assez amusant, c'est que du coup, moi j'ai interviewé Pierre Ménès pour préparer cette conférence. Évidemment, je lui ai parlé de ça. Il t'avait d'ailleurs un petit peu attaqué en direct dans le Canal Football Club en te traitant d'adolescent boutonneux. Tout le monde peut constater que tu n'as pas de prépubère, en tout cas que tu n'es pas de prépubère et que tu n'as pas de bouton non plus. Lui, effectivement, il s'étonne un peu et il se pose la question, voilà, est-ce que le club te suit quand tu es sur ce type de tonalité? Est-ce que tu as le soutien effectivement total? Tu sais qu'il n'y a pas de demande de suppression de tweet derrière? Non. Après, c'était peut-être le mot emmerdé mais en tout cas, j'ai pas eu, moi, pour répondre à Pierre Ménès, s'il nous regarde, j'ai pas eu du tout de représailles ou le président m'a pas tapé sur les doigts pour me dire qu'est-ce que t'as fait là. Il m'avait même félicité pour Raymond Domenech. Donc, Comme quoi. Alors dans quelques minutes, on va accueillir Valentin Rongier qui vient d'arriver un petit peu justement sur le thème du chambrage. C'est assez intéressant. En NBA notamment, c'est interdit. Je ne sais pas si vous le savez, c'est interdit de chambrer pour les joueurs, les équipes, les arbitres, les présidents. C'est aussi interdit de tweeter n'importe quel message sur les réseaux sociaux 45 minutes avant le match et 45 minutes après le match. L'interdiction de chambrage, c'est assez récent. L'interdiction de tweeter sur les réseaux sociaux, tous les réseaux sociaux, ça a presque 10 ans. Et récemment, il y a un joueur qui s'appelle, j'ai son nom ici, mais je l'ai plus, c'est pas très grave, qui a tweeté 30 minutes après le match de basket. Il a tweeté, on a gagné, cool, en route vers les playoffs, $7 500 d'amende. C'est quand même assez incroyable et c'est limite, est-ce qu'on n'est pas trop dans l'aseptisation un petit peu de la communication? Qu'est-ce que t'en penses toi peut-être, Kevin, sur cet aspect-là? Ouais, si, c'est un peu dommage quand même. Oui, c'est dommage. Surtout, ça va à l'encontre du sport spectacle et de toutes
toutes les idées un peu à la con qu'ils ont en NBA. Donc je trouve ça dommage. Les Américains, ils aiment le show, mais ils aiment le show contrôlé. C'est-à-dire qu'ils n'aiment pas effectivement quand ça déborde. Et c'est vrai que c'est assez étonnant. Une réaction peut-être. C'est assez contradictoire en fait avec l'Amérique en elle-même et avec le basket d'ailleurs. Parce que quand on va sur le terrain, quand les mecs se chantent et quand ils réussissent un dunk avec leur président. Voilà, et avec leur président. Mais pas sur les réseaux sociaux, c'est assez étonnant. En tout cas, merci d'avoir développé ça avec nous. Je pense qu'il est arrivé, on va le laisser accéder à la scène. Est-ce que Valentin est dans le coin? N'hésitez pas, on va lui faire un petit peu de place. On va l'accueillir et évidemment, je vous demande de l'applaudir extrêmement fort, mesdames et messieurs. Il nous fait l'honneur d'être ici ce soir. Non, plus fort que ça, ne soyez pas radins. On accueille Valentin, je t'en prie. Merci à toi. Je te serre la main, on s'est pas encore rencontrés. Merci à toi, je t'en prie. Assieds-toi. Tu connais Lucas, évidemment. Peut-être Kevin. Tu as ton petit micro ici. Merci beaucoup de ta présence, Valentin. C'est absolument adorable de ta part d'être présent. Tu étais sur le plateau du CFC, notamment pour défendre un petit peu aussi Lucas avec Pierre Ménès il y a quelques semaines. Et là, tu es présent au Ferrailleur. Tu étais jamais venu au Ferrailleur, j'imagine. Peut-être, si. Dis-moi la vérité. Je vais pas vous mentir. Je suis jamais venu. C'est la première fois. Plaisir de partager un bout de soirée avec vous et puis j'espère que ça va bien se passer. Vous voyez déjà qu'il est hyper communication. Absolument, mais oui, tu fais partie, on va en parler, tu fais partie de cette génération de jeunes joueurs qui maîtrisent extrêmement bien leur communication. C'est super intéressant, on va en parler, mais avant je vais te parler un petit peu de jeux vidéo, parce que je sais que tu es un fan aussi de jeux vidéo, tu es même extrêmement doué sur les jeux. Tu joues à FIFA, peut-être un petit peu moins ces temps-ci, on en parlera parce que le jeu, la version 2018 est assez décriée, mais tu es un fou de FIFA. Tu as même affronté régulièrement Bruce Granek, joueur professionnel, ancien professionnel. C'est une passion pour toi aussi les jeux vidéo et FIFA? Ouais, depuis que je suis jeune, j'ai cette passion pour les jeux vidéo. C'est surtout mes deux grands frères qui m'ont transmis cette passion. Parce qu'il y avait toujours une console d'allumée à la maison. Et puis quand tu joues dès le plus jeune âge, après forcément ça crée des liens avec la console. Et puis c'est vrai que j'ai toujours eu la fibre jeux vidéo. Et c'est vrai qu'en toute humilité, quand tu es bon dans un domaine, que tu bats tes potes, ça te donne envie de continuer de jouer et puis de passer du temps devant. Donc voilà, et depuis ce temps-là, j'ai pas arrêté de jouer. Mais ce qui est incroyable, c'est que tu n'as pas un niveau de joueur amateur. Tu l'as battu, Bruce Granek, même tu as fait l'Orange Ligue 1, je crois, pour le FC Nantes. Tu bats régulièrement des joueurs pro, tu as un niveau quand même assez important. Tu joues beaucoup, tu passes beaucoup de temps sur la console. Est-ce qu'on a le droit en déplacement? Est-ce que quand tu es en déplacement, tu as le droit d'avoir la console? Est-ce que quand vous êtes à l'extérieur, on a le droit dans la chambre d'avoir une console de jeu ou pas? Ouais, bien sûr, on a le droit, on fait ce qu'on veut. La seule chose, c'est qu'il faut qu'on soit en forme pour le match le lendemain. Donc après, on est des grands garçons. Moi, ça m'arrive d'emporter ma console. C'est plutôt rare, parce que je sais que sinon, je vais avoir un petit peu de mal à dormir. Mais non, je joue régulièrement à FIFA. En ce moment, comme tu l'as dit, un petit peu moins parce que cette version du jeu, elle me plaît pas trop. Comme beaucoup de monde et comme beaucoup de pros aussi de FIFA. Il y a d'autres joueurs du FC Nantes, j'imagine, qui jouent à FIFA, qui sont les meilleurs. Tu les bats tous? Oui. Voilà. Oui. Et tu joues régulièrement avec qui? Dans le vestiaire, je joue pas trop avec mes coéquipiers. Après, je joue régulièrement avec mes amis, ceux qui sont connectés. Aussi Adrien Viau, je ne sais pas si vous le connaissez, le joueur e-sport du FC Nantes. Absolument, je l'avais reçu pour l'apéro numérique spécial e-sport il y a 1 an et demi. Absolument. Donc voilà, on joue surtout et beaucoup en ce moment sur Fortnite. Je sais pas si, Absolument, sur Fortnite, ton record de kills. Si vous connaissez Fortnite, le record de kills de Valentin, c'est 26 kills et c'est énorme. Et c'est un score assez hallucinant. Bon, Fortnite, si vous ne connaissez pas, c'est une arène de joueurs en ligne. Vous êtes 100 joueurs avec plusieurs équipes et tout le monde essaie de se tuer. Et 26, c'est complètement hallucinant. C'est ton record, je dis pas de bêtises. C'est ça. C'est ça. Et donc, du coup, tu joues régulièrement. D'ailleurs, même parfois aussi avec Bruce Granek sur Fortnite. Je t'ai vu en stream il n'y a pas très longtemps avec lui. Alors, comme je le disais, pour moi, c'est vraiment un plaisir d'avoir un joueur de Ligue 1 sur la scène du Ferrailleur. Souvent, dans le foot, quand on rentre dans une équipe, il y a toujours ce bizutage des chansons. Donc là, tu es sur une vraie scène. Donc, ma première vraie question, c'est qu'est-ce que tu veux nous chanter? Non, j'avais chanté Stromae. Ah, tu avais chanté Stromae? Non, j'avais chanté. Ouais, tu l'as. Pour ma première année en pro, en stage de préparation.
c'était un petit peu gênant et je vais pas recommencer cette Je vais pas te expérience. demander de chanter, évidemment. Alors, on a un plateau assez jeune, évidemment. Tu as 24 ans, toi, Valentin. Tu as déménagé avec ta famille en Loire-Atlantique dans les années 2000, évidemment passionné de foot. Tu rentres au centre de formation de la Genelière, où tu signes ton premier contrat pro avec le FC Nantes. Et depuis, tu t'imposes clairement comme un titulaire indiscutable et l'un des meilleurs milieux de Ligue 1. Et moi, ce qui m'intéresse, du coup, sur cet apéro, c'est pas de te parler de foot. Mais évidemment, tu l'as compris, c'est de te parler des réseaux sociaux et d'avoir ton regard de joueur professionnel sur l'utilisation des réseaux sociaux. Déjà, toi, sur quels réseaux sociaux tu es présent? Alors, présent sur tous les réseaux sociaux, après actif seulement sur Twitter, Instagram. Après, je fais un petit peu le voyeur, je regarde ce qui se passe, parce que moi Comme aussi, tout le je monde. suis beaucoup de personnes sur les réseaux. Ça me permet de voir un petit peu ce qui se passe. Forcément, les stars du foot, des pilotes F1, des stars dans d'autres sports. Et ça me permet donc de voir un petit peu, parce que pour moi, ce sont des stars et des idoles, donc je regarde un petit peu ce qu'ils font. Après, sur Twitter, ça me permet d'échanger un petit peu avec les supporters. Également parler un petit peu de jeux vidéo, parce que je sais qu'il y a une grosse communauté de joueurs sur Twitter. Et puis Instagram, c'est toujours sympa de poster une petite photo ou deux pour que les supporters partagent un petit peu ta vie privée. Et je disais tout à l'heure qu'en NBA, c'est interdit de tweeter 45 minutes après les matchs, avant les matchs aussi, c'est assez hallucinant. Pareil, même question, est-ce qu'on a le droit au smartphone dans les vestiaires avant le match ou après? Est-ce qu'il y a une règle, ça change en fonction des clubs? Ouais, c'est en fonction de l'entraîneur et du staff. Après, on est des joueurs pros, donc on est censé être des adultes responsables. Et il y a mieux pour préparer un match que d'être collé à son téléphone. Mais il n'y a pas de règle en disant c'est vraiment interdit. Au club, par contre, il y a une seule règle, c'est quand on partage un repas ou quand on est en soins. Les téléphones portables sont interdits, mais ça, c'est la décision du coach et du staff. C'est pas tous les clubs de foot qui sont comme ça. D'accord. Est-ce que quand tu fais un post sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, tu te poses la question de qu'est-ce que je poste, du coup qu'est-ce que j'apporte comme visibilité, est-ce que tu postes des choses peut-être un peu personnelles ou pas, ou tu te poses vraiment la question là-dessus parce que c'est du coup quelque chose de public? Ouais, forcément, il faut faire attention. Après, moi, je suis quelqu'un qui me prend pas beaucoup la tête et j'essaye de rester moi-même, donc de montrer mon vrai visage. Mais c'est vrai que à partir du moment où tu es footballeur professionnel, tu es un personnage public et tu es jugé différemment d'une personne lambda. Et ça, il faut le prendre en compte. Et du coup, tout ce que tu postes, tu te dis quelles répercussions ça peut avoir. Est-ce qu'on peut me mettre en difficulté après dans mon club ou dans ma vie privée? Et une fois que tu as fait le tour un petit peu de la question, tu te dis oui, c'est une bonne idée de poster, ou alors non, vaut mieux que je m'abstienne. Mais une vraie réflexion, on en parlera après. Est-ce que tous les joueurs ont cette réflexion-là? Moi, je pense, et tu me le diras peut-être, tu fais partie de cette jeune génération qui maîtrise les réseaux sociaux et qui a peut-être conscience des tenants et des aboutissants. Est-ce que tu as beaucoup de commentaires aussi? Est-ce que tu lis tous les commentaires sur ton Instagram? Est-ce que parfois il y a des trolls aussi? Ça t'énerve ou Ouais, ça c'est le jeu, hein, c'est le jeu des réseaux sociaux, et moi c'est ça qui me plaît dans les réseaux. À chaque fois que je vois un tweet ou une photo où il y a du chambrage, comme vous avez dit tout à l'heure, moi ça me fait rire, et c'est ça qui anime les réseaux sociaux. Après, je peux pas non plus tout lire, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de supporters. En plus, Nantes, c'est une ville où le foot est très important, donc il y a beaucoup de supporters qui nous envoient des messages, et on n'a pas le temps de tout lire. Mais moi, en tout cas, de mon côté, j'essaye de le faire un maximum. Et est-ce que tu as des obligations avec tes partenaires sur les réseaux sociaux? Est-ce que parfois tu dois faire des posts, je sais pas, par rapport à tes équipementiers? Est-ce qu'il y a des demandes de posts un petit peu obligatoires comme ça dans le cadre de ta communication? Oui, avec le sponsor, en fait, dans le foot, chaque joueur professionnel négocie avec un sponsor, donc que ce soit Nike, Adidas, Puma, il y en a beaucoup d'autres, Under Armour, il y en a beaucoup. Et chaque joueur est en partenariat avec un sponsor. Et à partir de ce moment-là, où il y a un contrat qui est rédigé entre les deux parties, il y a des choses qui sont imposées par le sponsor, comme par exemple de poster une photo avec les crampons de telle marque, en mettant une petite légende, ou juste notifier la marque avec le petit arrobase. Et ça fait partie du job.
On voit qu'il y a des joueurs qui multiplient les partenariats, notamment des joueurs avec à très forte visibilité comme Neymar. Alors moi ça m'amuse, quand je le vois, il poste une photo, tu sais pas si c'est un placement de produit ou si c'est une photo normale, quoi. Il y a des placements avec du café, c'est complètement délirant avec les marques de Monk, toutes les 5 minutes, il y a presque plus de cohérence, c'est assez étonnant. Moi je trouve que ça brouille presque un petit peu la communication. Est-ce que toi Lucas, tu as un regard sur ce que peut poster bien sûr Valentin et les autres joueurs de l'équipe? Est-ce que tu surveilles ça? Est-ce que vous avez des échanges entre vous aussi? Ouais, après, on laisse pas mal de liberté aux joueurs sur tout ce qu'ils publient. Parce que ce qui est intéressant, c'est vraiment que ce soit naturel de leur part et on n'a pas à les brider ou quoi que ce soit. Après, on fait forcément de la veille sur ce qui se publie. Après, à Nantes, on a quand même pas mal de chance parce qu'on n'a pas forcément beaucoup de casseroles derrière nous. Et pour revenir à Valentin, honnêtement, tu as choisi je pense, hein, le meilleur invité pour parler communication, en tout cas le meilleur invité au FC Nantes, pour parler communication. À titre d'exemple, nous quand on fait avant chaque début de saison, on fait un petit brief avec les jeunes du centre de formation, des U17 à la CFA, voilà, avec l'attaché de presse, pour un PowerPoint, on leur explique pendant 1 heure à peu près. Tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il ne faut pas faire avec les médias. Ils aient conscience des enjeux, voilà, de leur image. En citant des exemples à ne pas reproduire, forcément envoyer, etc. On va en parler juste après un petit peu aussi, bien sûr. Et moi j'avais pris l'exemple de Valentin justement parce que c'est un des seuls joueurs présents sur tous les réseaux sociaux. Et j'avais cité l'exemple de Valentin pour tout ce qui est maîtrise de com, que ce soit sur Instagram, sur Twitter, et sur... voilà, il a le sens du naturel en fait. C'est ça qui est assez intéressant là-dedans et que je conseille vivement aux joueurs, c'est qu'il arrive à être naturel sans avoir forcément une communication bridée en fait, comme peut l'avoir Varane, enfin voilà, des joueurs Mbappé, etc. Il arrive à rester naturel et sans que ce soit bridé, donc et assez proche des supporters, avec toujours un petit mot avec les supporters, donc c'est assez intéressant. Ouais. Puis tu es extrêmement sollicité par tous les médias, c'est souvent toi qu'on voit dans les interviews sur les plateaux télé. Est-ce qu'il y a des médias training auxquels tu participes? Est-ce que c'est naturel, cette capacité à s'exprimer de manière posée, argumentée, simple? Ça c'est une bonne question, parce que pour moi dans le foot on devrait avoir beaucoup plus de médias training comme tu as dit, parce que c'est tellement important la communication, même ça peut changer la carrière d'un joueur. Quelqu'un qui s'exprime très mal et qui peut avoir vraiment une image négative assez rapidement. Et à l'inverse, quelqu'un qui s'exprime bien, ça peut jouer en sa faveur. Mais non, moi même en tant que joueur, on n'a jamais eu ça au club. On n'a jamais eu de média training proposé, des cours de communication. Après, on a eu des petites conférences sur les enjeux et les dangers surtout des réseaux sociaux, pour ne pas reproduire des bêtises comme Serge Aurier l'avait fait par exemple, comme l'a dit Lucas. Mais non, on n'a jamais eu de cours comme ça. Et il y a un phénomène qui se développe de plus en plus, c'est des agences de communication, des agences de communication spécialisées dans la gestion d'images. Est-ce que tu as déjà été approché par ce type d'organisme qui te propose de gérer ta com, tes réseaux sociaux avec une équipe dédiée? Oui, il y en a beaucoup qui m'ont déjà envoyé des messages sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram ou Twitter, surtout ces deux-là, pour justement gérer ma page athlète, gérer mes réseaux sociaux. Après, moi, ça m'intéresse pas encore. Tant mieux pour moi si un jour j'ai besoin de le faire, parce que ça voudra dire que je peux plus gérer mes réseaux et que je suis un joueur plutôt connu. Mais pour l'instant, ça m'intéresse pas. Je préfère garder le contrôle et poster ce dont j'ai envie de parler, que ce soit avec les supporters ou même sur ma vie privée. Mais ce que tu disais est extrêmement vrai, on le voit avec Valentin, tu disais ça tout à l'heure Lucas, que de toute façon finalement la communication des joueurs c'est le reflet principalement de leur personnalité aussi. Et ce que je me suis amusé à regarder un petit peu différents types de personnalités de joueurs. Tu citais Mbappé, c'est vrai qu'il a une communication assez lisse, mais très maîtrisée, mais aussi il s'exprime extrêmement bien à l'oral. C'est assez marrant, moi j'aime bien voir ses stories. On a l'impression qu'il y a sa mère qui va rentrer dans la chambre pendant la story. Il y a une forme de naturel qui est assez amusante. On a un joueur comme Matuidi qui par exemple lui passe par une agence de communication, c'est extrêmement cadré parce que presque trop lisse, mais c'est un joueur qui assume et qui dit que voilà, lui pas spécialement à l'aise avec les réseaux sociaux, donc il préfère que ça soit joué en externe. Moi j'aime bien aussi voilà, les melons, quoi, les Ronaldo, et peu de chance de devoir faire un selfie torse nu, Valentin, sur Instagram. C'est pas trop mon délire. C'est pas ton truc. Et puis il y a une catégorie qui m'amuse énormément, c'est les what the fuck. Patrice Evra.
Patrice Reva sur Instagram. Alors c'est un joueur, ancien joueur de l'Olympique de Marseille, qui fait des vidéos complètement délirantes. Il est déguisé en panda, il chante, etc. Quel est ton regard toi sur ce type de communication? C'est assez spécial. Après, je pense que lui peut se le permettre avec la carrière qu'il a réalisée. Il a joué dans des très grands clubs, il a remporté beaucoup de titres. D'un point de vue personnel, au début, ça m'amusait, mais là, ça me fait plus trop rire parce que j'estime qu'il en fait un peu trop, et surtout que malgré ce qu'il a fait à Marseille, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il s'est fait licencier du club de Marseille parce qu'il a frappé un supporter. Avec son pied. Et du coup, à partir du moment où tu es dans une période un petit peu délicate comme ça, pour moi, c'est mon avis, tu ferais mieux de faire un petit peu profil bas et de stopper un peu tout ça. Il y en a une autre qui a une communication qui m'amuse, c'est Ben Arfa. On a l'impression qu'il est jamais dans le bon timing, c'est jamais la bonne photo, c'est jamais la bonne vidéo, il est jamais au bon endroit, au bon moment, il est assez exceptionnel. Il y a un an, il y avait la fameuse vidéo où il est au bord de l'eau, comme ça, avec les lunettes, et il se regarde, qui suis-je, où vais-je? C'est assez délirant. Et le pauvre, malheureusement, c'est aussi le reflet un petit peu de sa carrière et de sa personnalité. C'est vraiment un problème de timing assez drôle. Alors il y a un phénomène qui m'amuse et qui est moins amusant pour les personnalités très exposées, c'est ce qu'on appelle un petit peu ce que j'appelle l'exhumage de tweets. C'est aller rechercher dans le feed Twitter des anciens tweets postés par une personnalité. Alors ça arrive autour des politiques, mais ça arrive aussi dans le sport. Il y avait les supporters stéphanois qui avaient empêché le transfert de l'ancien lyonnais Anthony Mounier parce qu'ils avaient retrouvé des tweets où il critiquait à plusieurs reprises la SSE et ils avaient réussi à faire annuler son transfert. C'est hallucinant ça quand même. Ouais, c'est hallucinant, mais ça me fait rire ce que tu dis parce que ça m'arrive aussi de temps en temps. On te ressort des vieux tweets. Ouais, on me ressort des tweets. Pourtant, j'ai essayé de faire le tri, mais c'est vrai que les premières fois où ça m'est arrivé, je m'y attendais pas du tout. Et je me souviens, la première fois où j'ai reçu des menaces, entre guillemets, c'est lorsque qu'un journal a sorti une rumeur comme quoi l'Olympique de Marseille s'intéressait à moi et que j'allais signer l'été d'après dans ce club. Tous les supporters de Marseille, ils sont super attachés aux joueurs qui arrivent et ils se mettent à le suivre sur les réseaux. Et il y a des petits plaisantins qui se sont amusés à remonter mon fil d'actu jusqu'en 2012-2013 où je sais pas pourquoi, je me rappelle plus, j'insultais les joueurs de Marseille avec des grossièretés, des petites insultes. Donc voilà, il me faisait un petit peu chanter, il y en a qui l'ont posté, ça a fait quelques retweets et du coup j'ai demandé à quelqu'un de tout nettoyer. Quoi. Lucas, tu voulais dire quelque chose? Ouais, je sais pas si tu vas l'aborder, il y a une histoire assez triste, c'est celle de Moridio. Non, je t'en prie, vas-y. Okay. En fait, c'est un gardien du PSG qui a eu exactement la même histoire. Il s'est fait faire sortir des tweets de 2000. Alors lui, il est assez jeune en plus, donc de 2011-2012. Ah oui, c'est un jeune. Ouais. Oui, j'ai vu cette histoire. Il avait 17-18 ans, donc c'était des tweets où il avait 14-15 ans. Et en fait, des tweets assez énervés. Et alors je sais pas si c'était sur les femmes. Enfin, c'était vraiment voilà. Sujet clivant. Ouais. Et en fait, depuis là, il est passé il y a pas longtemps sur un plateau de SFR Sport et il expliquait qu'il n'arrivait pas à trouver de club depuis. En fait, ça avait fait tellement le buzz, des mecs avaient repartagé ses anciens tweets et le mec n'arrive pas à trouver de club aujourd'hui alors que ça fait 3 ans que cette histoire est passée quoi. C'est vrai que c'était pas le seul parce que je crois même qu'ils avaient retracé du coup tous ses coéquipiers, tous les supporters de l'OM ou ce genre de choses allaient fouiner dans les coéquipiers des gamins du PSG pour essayer de trouver des tweets comme ça. Ouais, c'est presque, ça devient malsain un petit peu aussi. Quoi. C'est pour ça que nous, là, on a commencé à partir de cette saison à briefer je crois qu'on a commencé avec des joueurs de 15 ans qui n'ont pas forcément du tout de communauté sur les réseaux sociaux, mais pour leur ressortir ces tweets-là et leur dire, vous voyez, ce que vous publiez maintenant, ça peut être ressorti d'ici 4 ans et ça peut ruiner totalement votre carrière alors que vous avez un avenir. Mais tu parlais de Serge Aurier. Alors pour replacer dans le contexte ceux qui ne connaissent pas cette histoire, Serge Aurier était joueur du Paris Saint-Germain et il a popularisé Periscope en France parce qu'il a, sur l'un des tout premiers Periscope qui était tourné par un de ses amis, insulté son entraîneur en direct, il s'est moqué de ses joueurs, etc. Après il a prétendu qu'il ne savait pas que c'était en direct. Mais ce qui est intéressant et un peu triste pour lui, c'est que derrière il n'est jamais revenu à son meilleur niveau, Serge Aurier. Au moment du Periscope, il est considéré comme le meilleur latéral, l'un des meilleurs latérales d'Europe. Il mettra évidemment un certain nombre de mois à revenir dans l'effectif du Paris Saint-Germain, mais depuis, il n'est plus à son meilleur niveau. Vous, est-ce que c'est dans le vestiaire des choses, vous en parlez entre vous, dites, non, c'est quand même hallucinant, vous échangez entre vous sur ce type de polémique, entre guillemets?
Bien sûr, ça a fait le tour du monde, cette histoire. Parce que voilà, il jouait au Paris Saint-Germain, il y avait des joueurs très connus comme Thiago Silva, Ibrahimovic. Et le fait de faire le buzz comme ça, dans le mauvais sens, ça a forcément fait couler de l'encre. Et puis nous, on en a beaucoup discuté dans le vestiaire. Après, le seul point vraiment où j'arriverai à le défendre, c'est que c'est vrai que nous, parfois, on est entre nous et on dit des conneries. Et je pense qu'il était au courant que c'était en direct et qu'il a dit ça pour plaider en sa faveur. Mais c'est vrai que quand tu te relâches dans le vestiaire, que tu discutes, tu peux dire des bêtises pour rigoler. Et sorti du contexte, ça peut vite prendre de l'ampleur. C'est vrai qu'on l'a vu notamment avec l'histoire d'Antoine Griezmann aussi. Évidemment, les polémiques qui peuvent naître extrêmement vite sur ces thématiques un petit peu clivantes. On est sur peut-être 2000 haters qui montent un petit peu en eau de boudin une thématique. C'est ensuite repris par les médias, assimilé, et une polémique qui peut n'en être pas forcément une prend les devants médiatiques. Pas trop de risques sur le handball là-dessus, vous êtes peinard. Handball, non ? Handball. Fait 3 fois. Écoute, on est peinard, oui, mais on n'est jamais à l'abri en fait, comme tu dis, comme Lucas l'a dit. Il suffit qu'il y ait un gamin qui aujourd'hui balance une connerie et qui explose, ça va vite. Aujourd'hui, nous on a des joueurs pros qui ont 20 ans et qui sont déjà en équipe de France. Donc il y a 3 ans, il a pu sortir une connerie sur les réseaux sociaux et ça peut être repris. Donc il faut rester vigilant. Et comme dit Lucas, moi je regarde un petit peu le centre de formation, ce qu'ils font. Et si je vois qu'il y a des choses qui peuvent être évitées, j'en parle au directeur du centre et puis il passe le mot quand c'est comme ça. Mais c'est surtout qu'en fait ça va hyper vite. Aujourd'hui, on a des supporters qui ont l'œil sur tout. En fait, ils peuvent suivre un mec qui est en U17. On avait l'exemple il y a un an, un joueur de Nantes, pardon, qui était attaché au club, hein, il n'y avait rien à dire là-dessus. Il est formé à Nantes, il est là depuis très longtemps. Et il avait eu le malheur de porter un maillot d'une équipe adverse en story. Et le mec a pourtant 1000 abonnés sur Instagram. Et pourtant, ça a fait le buzz, un mini buzz, parce que ça reste un joueur pas encore pro, etc. Mais les supporters l'avaient pris en grippe, on avait dû calmer le truc, etc. Et c'est pour ça que ça peut vite partir. En fait, il faut avoir l'œil limite partout, dès le plus jeune âge, en fait, dès le centre de formation, les joueurs de 17 ans, etc. Mais c'est vrai que les enjeux ont été décuplés en termes d'image avec la présence des réseaux sociaux et de toute façon même avec les partenaires, avec tout l'espace médiatique qui graphie autour de toi. Un joueur professionnel est obligé de maîtriser sa communication, de l'anticiper là-dessus, et c'est quelque chose que toi tu fais très bien, et je pense qu'effectivement tu es un bon exemple là-dessus. Puis ça rassure les partenaires, ça rassure tout l'entourage. Une communication maîtrisée, peut-être qu'à terme il y aura plus de média training, plus de formation là-dessus, mais au club d'avoir conscience aussi de ces enjeux-là, parce qu'ils sont souvent après face aux polémiques, alors qu'ils auraient peut-être plus en accompagnement leurs joueurs plus le cadrer. Toi, Valentin, ton regard là-dessus, tu penses qu'il faudrait que les joueurs soient peut-être plus accompagnés dans leur communication dans les clubs de Ligue 1 par exemple? Oui, mais au moins que ce soit proposé aux joueurs, parce que moi je sais pas si j'avais eu la possibilité de le faire, peut-être que je l'aurais fait, mais en tout cas j'aurais bien aimé qu'on me propose, parce qu'on est même si on est né à une époque où on doit maîtriser les réseaux sociaux, parfois il y a différents enjeux quand tu es un personnage public, et c'est pour ça que ça peut être très intéressant dès le plus jeune âge, comme l'a dit Lucas, dès que tu rentres dans le centre de formation, parce que tu es un potentiel futur joueur du professionnel, il faut faire attention. Alors on va conclure, on va passer aux questions du public dans 5 minutes. Vous allez pouvoir poser des questions à mes invités. Alors j'ai un petit quiz pour toi, Valentin, un petit quiz extrêmement rapide, un tu préfères. Attention, ça va aller extrêmement vite. La passion est présente. Attention, alors tu préfères Twitter ou Instagram? Twitter, direct. FIFA ou PES? FIFA. FIFA 2017 ou 2018? 2017. Évidemment. Attention, FIFA ou Fortnite? Fortnite. Attention, un grand classique. Ronaldo ou Messi? Messi. Tu préfères un but ou une passe D? Passe D. Voilà, l'altruisme. Fin de frappe ou petit pont? Fin de frappe. Attention, il y a Kevin, hand ou basket? Handball. Est-ce que jour de match ou jour de repos? Jour de match. Guingamp ou Rennes? Guingamp. Ah. On peut l'applaudir, merci. Merci Valentin. Restez sur scène, on va prendre quelques questions du public. Avant, je vous annonce
Le prochain apéro numérique qui va se passer le 17 septembre dans le cadre de la Nantes Digital Week. Vous voyez pas, c'est un petit peu écrit en dessous, mais on va parler d'intelligence artificielle. On va parler de la place de l'intelligence artificielle dans la communication. On va parler de l'exploitation des datas. On aura des robots tueurs comme dans Black Mirror qui seront présents dans le public. Et je vous révélerai les invités dans les prochaines semaines. Je vous propose qu'on prenne quelques questions ici. S'il y a des questions sur Facebook aussi, Tanguy me les transmettront. Alors, on reste dans la thématique de la soirée pour vos questions, hein, idéalement. Pas de demande à Valentin s'il va signer dans tel ou tel club, etc. Alors, c'est assez simple. Hein, vous levez la main, je vous passe le micro. Et je ne sais pas si quelqu'un veut se lancer sur une question. N'ayez pas peur. Allez, si vous avez le droit, peut-être par ici. Non, Tanguy, est-ce qu'on a des questions sur... D'accord. Très bien, personne ne veut poser de questions. Faites comme vous voulez, c'est pas une obligation. Hein. On peut conclure. Ah si, je t'en prie, vas-y, jeune homme, viens par ici, je te file mon micro. Et tu peux le garder. Vas-y. Bonjour. Moi, j'aimerais savoir un petit peu le regard que vous avez sur les médias, on va dire traditionnels, que ce soit les journaux, la télé, etc. Et puis un petit peu les passerelles que vous pouvez avoir avec les hashtags ou la manière dont vous pouvez interagir dans les médias classiques avec les réseaux sociaux. Est-ce que pour vous, la presse papier, est-ce que la télé, c'est encore des médias d'aujourd'hui? Ils ne veulent pas trop s'exprimer. Est-ce que les médias traditionnels ont toujours une importance dans la stratégie de communication? Et comment est-ce que tu crées du lien entre les réseaux sociaux et les médias traditionnels? Ouais, les médias ont forcément la place, nous, dans une stratégie de com, que ce soit les conférences de presse d'avant-match, d'après-match, et pour faire passer des messages aussi, on est obligé de les faire passer via des canaux qui sont autres que les nôtres. Donc évidemment, on ne peut pas s'en passer, et c'est aussi, pour l'exemple du HBC Nantes, c'est aussi, je pense, une de nos forces, c'est qu'on est quand même pas mal suivi via les médias. Donc ouais, non, on peut pas s'en passer. Hein. Est-ce qu'il y a une autre question éventuellement, ou éventuellement pas, hein, vous n'êtes pas obligé de poser des questions, vous allez rester un petit peu boire des coups avec nous, hein, donc vous pourrez interroger Lucas et Kevin. Valentin, tu restes boire des coups si tu le souhaites, mais tu as entraînement demain, c'est quoi ton programme toi? Entraînement, puis si je peux voir la fin des matchs de Ligue des Champions ce soir. Ouais, il va falloir que tu portes maintenant. Effectivement, tu rates le match du Barça, hein. Toi tu adores le Barça, tu me fais vraiment un grand plaisir d'être là ce soir. Je vais vous demander d'applaudir chaleureusement les trois invités. Merci à fond les gars. Je vous donne rendez-vous pour un prochain apéro numérique très bientôt.